Ici nous accueillons Alexis Blanchet, anciennement chercheur à la Bibliothèque nationale de France, maître de conférences en études cinématographiques. Accessoirement, je crois que tu fais aussi, tu donnes des cours dans des instituts qui enseignent le game design. J'en ai donné, mais c'est terminé maintenant. Ok, d'accord. Et comme apparemment tu as trop de temps libre, tu trouves le moyen d'être secrétaire de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, qui est un collectif de chercheurs qui s'intéressent au monde numérique. Alors ça va du jeu vidéo à la téléphonie mobile, au chat, à les usages d'internet, etc. Ok, très bien. Et accessoirement, donc tu es l'auteur de ce livre Des pixels à Hollywood, trouvable dans toutes les bonnes librairies Pixel Love, et donc sur le stand Pixel Love qui se trouve à l'Imaginarium aux côtés d'Ordi Rétro. Voilà. Donc aujourd'hui tu vas nous parler des liens entre le cinéma et le jeu vidéo, que ce soit du technique, du culturel et de l'économique. Voilà, j'ai préparé une petite intervention pour essayer de brosser un petit peu l'état de ces relations. Il y aurait de quoi faire, enfin moi je fais même un semestre de 13 séances avec mes étudiants, c'est dire si la matière est riche pour parler de ces relations. Donc je vais vous proposer quelques points d'entrée un peu pour réfléchir à la manière dont ces deux secteurs, de l'audiovisuel, ces deux secteurs du divertissement aussi, échangent, collaborent, sont parfois en concurrence aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est vrai qu'il y a une sorte d'évidence parfois dans cette relation. On a l'impression qu'elle s'impose d'elle-même. Ouais, le jeu vidéo, c'est assez proche du cinéma. Il y a des choses qui permettent aux deux d'être en relation. C'est vrai que si on retourne dans l'histoire du jeu vidéo, qu'on essaye d'analyser un peu les premières formes qu'on peut approcher, on ne va pas appeler ça des jeux vidéo, mais d'applications informatiques à caractère ludique, on se rend compte que le domaine du cinéma, du divertissement est assez loin et qu'on est en général dans des laboratoires de recherche universitaires. Ce qui n'empêche pas ces universitaires, ces jeunes programmeurs, ces hackers à l'époque, c'est comme ça qu'on les appelle, ça n'a pas du tout la connotation péjorative que le terme revêt aujourd'hui. Ils sont quand même dans un environnement social, culturel, qui fait que les éléments de la culture populaire, particulièrement ce qui provient de la littérature de science-fiction, leur intérêt aussi pour le contexte politique de leur époque, et entre autres celui de la guerre froide au début des années 60, influence largement les choses qu'ils vont proposer sous la forme, ici par exemple, d'un jeu vidéo qui s'appelle Space War, qui est souvent un objet qu'on retient comme un peu fondateur de cette forme qui deviendra le jeu vidéo, de cette forme informatique qui deviendra le jeu vidéo. Mais voilà, on est quand même dans le domaine des laboratoires de recherche, d'un environnement universitaire, et le cinéma n'est pas, dans un premier temps, lié à ce domaine du jeu vidéo. Alors, il y a d'autres choses qui sont assez intéressantes, parce que dans cette époque où on essaye d'utiliser l'ordinateur pour faire autre chose que générer du calcul, que produire des calculs parfois assez complexes, il y a des recherches qui se situent du côté du cinéma. Je vous ai pris par exemple ici une invention, une attraction qui s'appelle le kino-automate, qui est présenté à l'exposition universelle à Montréal en 1967, et qui est réalisé par un réalisateur de la nouvelle vague tchèque qui s'appelle Radus Chinchera, mais qui a aussi travaillé sur le dispositif qui permet une forme d'interactivité avec la salle. Il a réalisé un film qui s'appelle Man and His World, qui est une sorte de chronique sur la vie d'un immeuble, des habitants d'un immeuble en République tchèque, enfin en Tchécoslovaquie à l'époque. Il a produit un récit qui fonctionne un peu sous la forme d'une double sinusoïde, c'est-à-dire qu'à différents moments du récit, le public de la salle peut choisir de prendre la voie A ou la voie B, la voie A' ou la voie B', mais chacun des choix finalement revient à un nouveau croisement où là il faut réaliser un nouveau choix. Ce qui intéresse Chinchera finalement, c'est de moquer un petit peu les processus démocratiques qui sont ceux du bloc soviétique, et de montrer que finalement, quel que soit le résultat du vote, tout est déterminé et que le film terminera de la même manière. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bien évidemment une sorte de
réussite technique, qui sous-tend le kino-automate. Il y a l'informatique qui est utilisée, mais qui est plus utilisée pour comptabiliser les votes de la salle. Sur la petite vignette que je vous ai mis là sur la diapositive, vous avez l'expression de ces votes qui entourent l'écran, c'est-à-dire choix vert ou choix rouge, et donc les petites diodes s'allument pour dire quel est le choix de la salle, et qui doit choisir ici sur un embranchement narratif où on décide d'aller aider la voisine brune ou la voisine blonde, dans le cadre du film de Chinchera. L'ordinateur permet de compiler très rapidement les votes de la salle et puis de donner la réponse à un projectionniste qui, lui, doit aller chercher la bonne bobine pour poursuivre le film, ce qui fait que très souvent, et comme vous le voyez là ici à l'image, on a un recours au bonimenteur, qui est une forme vraiment du cinéma des premiers temps, qui est là pour commenter le vote du public, pour expliquer la situation et surtout pour assurer un peu la transition au niveau de la manipulation entre différentes bobines. Ce qui va se passer, c'est qu'à l'issue de l'exploitation du kino-automate à l'Exposition universelle de Montréal, on va faire des statistiques sur les choix qui ont été ceux des spectateurs. Et on se rend compte que très largement, les spectateurs qui ont assisté aux séances du kino-automate ont fait les mêmes choix d'enchaînement de séquences. C'est-à-dire que d'une certaine manière, les conformismes du public se sont imposés sur les choix qui étaient proposés et que le public a préféré rejouer des codes, rejouer des règles, des conventions qui sont celles qui sous-tendent les récits de fiction et les ont reproduites au sein des choix qui étaient ceux qui étaient pourtant ouverts par l'attraction de Chinchera. Alors, notre domaine du jeu vidéo, il va tout doucement se rapprocher des industries des médias, des industries du divertissement, entre autres par exemple avec ce moment important de l'histoire des jeux vidéo qui est l'invention d'un marché domestique du jeu vidéo, avec une équipe qui est menée par un ingénieur qui s'appelle Ralph Baer, qui a décidé d'utiliser l'écran de télévision pour faire autre chose que passer des programmes de télévision. Et dans la tradition un peu de détournement, la tradition qui est initiée par les hackers au début des années 60, il va détourner la prise antenne du poste pour y passer un autre signal. Et cet autre signal, c'est celui d'une des premières formes de console de jeux vidéo qui permet de manipuler des objets sur l'écran de télévision. Et donc là, on va s'approcher tout doucement, puisque Ralph Baer travaille pour une société qui s'appelle Sanders Associates, et donc il va aller démarcher les fabricants de télévision pour leur dire voilà, je vous propose le brevet, d'exploiter ce brevet-là qui permet aux téléspectateurs d'interagir avec son poste de télévision. Et là, à ce moment-là, on commence à aller du côté de ces fabricants de télévision qui très souvent sont aussi liés à des fabricants de programmes. Alors, cette relation entre cinéma et jeux vidéo, elle va vraiment prendre corps dans les années 70, et elle va prendre corps à partir du moment où il y a un marché du jeu vidéo et qu'on passe d'un système non marchand, qui est celui par exemple du jeu vidéo universitaire. Et si vous avez lu un ouvrage qui s'appelle Philosophie des jeux vidéo, qui a été écrit par un collègue de l'université technologique de Belfort-Montbéliard, qui s'appelle Mathieu Triclot, qui insiste beaucoup sur cette histoire, souvent un peu ignorée. On a un peu l'impression que le jeu vidéo commence en 71 avec Atari et avec Pong, mais il y a une histoire un peu parallèle qui est celle du jeu vidéo universitaire, qui va courir jusqu'à la fin des années 70, et puis qui va se fondre ensuite dans la micro-informatique personnelle, mais qui est une histoire non marchande. Voilà. Et peut-être même on pourrait imaginer que le jeu vidéo est poursuivi dans cette voie-là, et que le jeu vidéo soit aujourd'hui, ce qui paraît un peu improbable, mais qu'il soit un domaine non marchand. Bon, il se trouve que assez rapidement, l'idée d'exploiter commercialement le jeu vidéo apparaît et va trouver une de ses premières formes de développement dans le domaine de l'arcade, c'est-à-dire ces bornes de jeu où on paye à la partie, dans la tradition des billards électriques, des pinballs, comme on les appelle aux États-Unis, des flippers, comme on les appelle en France, des jeux de fléchettes et de tous ces lieux d'exploitation, enfin de divertissement où vont les publics, en général ouvriers, qui sont les publics qui sont les plus grands usagers de ce genre de divertissement. Alors il y a une firme qui se constitue au début des années 70, elle s'appelle tout d'abord Syzygy, puis elle se rebaptise Atari, qui est une firme américaine, qui est fondée entre autres par un ingénieur qui s'appelle Nolan Bushnell, qui a l'esprit d'entreprise, qui est un entrepreneur et qui va diriger cette firme pendant plusieurs années, tout au long des années 70.
Et c'est à partir du moment où ce marché va se développer, va montrer des potentialités très fortes, très rapides, que Hollywood, aux États-Unis, les majors hollywoodiennes vont s'intéresser aux jeux vidéo et vont participer au développement du secteur en investissant dans les fabricants, dans certains studios, en prenant des parts dans certains studios, parfois en créant ex nihilo des structures pour produire des jeux vidéo. Ce qui fait que la dimension économique, assez rapidement, s'instaure dans cette relation entre cinéma et jeux vidéo. Alors, voilà, ce qu'on retient très souvent comme objet, c'est le Pong d'Atari, qui est ce jeu qui lance la mode des jeux vidéo d'arcade aux États-Unis. C'est un jeu qui reprend une forme de simulation de ping-pong, de tennis. Et c'est vrai que la forme que déploie Pong, avec ces deux raquettes qui se renvoient à un point lumineux, qui figure une balle, est quasi synonyme de jeu vidéo pendant 2 ans. C'est-à-dire que tout ce qui va être rapproché de cette forme-là est en général un ersatz, une variation autour de la formule qui est initiée par le Pong. Alors, quand même, une première vidéo à vous montrer, c'est celle de... Ah mince, alors j'ai perdu mes vidéos. C'est celle d'une des premières bornes de jeux vidéo qui apparaît dans un film de cinéma. C'est dans un film d'anticipation que vous connaissez probablement, avec Charlton Heston, Soleil Vert, et on retrouve cette borne de jeux vidéo qui s'appelle Computer Space, qui est une première tentative que fait Nolan Bushnell d'exploiter commercialement le jeu vidéo, qui n'est pas une tentative tout à fait réussie, mais ici, un réalisateur de cinéma s'empare de cet objet, à la fois parce que le design original de la borne est assez futuriste, avec ses formes arrondies, et s'en empare pour l'installer ici dans une séquence qui nous dévoile un intérieur bourgeois, en fait, et d'une certaine façon, cet équipement souligne la richesse d'un des protagonistes, qui est le personnage que vous avez de dos ici, habillé par une veste bleue. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une jeune femme qui joue à cette bande de jeu, qui se divertit avec. Et alors peut-être cette dimension n'est pas tout à fait soulignée dans le film Soleil Vert, mais on la retrouve très fortement dans le livre qu'adapte Soleil Vert, où en fait les compagnes et ces femmes sont l'équivalent de meubles qu'on a chez soi. Enfin, c'est en tout cas le discours que développe autour des personnages féminins le livre original. Et ici, voilà, 2 meubles, d'une certaine façon, sont associés, la femme et la bande de jeu, dans un récit, bien évidemment, qui parle de la surpopulation, où on évite de vivre en couple, de se reproduire, etc. Voilà, donc il y a cette association ici qui est assez intéressante, et une première apparition d'un jeu vidéo dans ce film qui doit dater de 73 ou 74. Alors, je reviens à mes questions. Donc Pong lance Atari, qui devient, d'une certaine façon, la première major de l'industrie du jeu vidéo. Alors, il se trouve que le développement du jeu vidéo, il arrive à un moment intéressant pour Hollywood. C'est-à-dire c'est un moment où, en 1971, le cinéma hollywoodien a connu la pire année en termes de recettes et d'exploitation de toute son histoire. Et donc, il va falloir mettre en œuvre des solutions pour redynamiser le domaine et l'exploitation cinématographique. Et il y a toute une série de réorganisations qui se mettent en place autour des majors que vous connaissez, la 20th Century Fox, la Columbia, etc. Et donc, ces studios hollywoodiens vont être intégrés un à un. Ils le sont déjà parfois dès la fin des années 60. Ça va se rejouer au niveau des années 70 autour du thème du divertissement. Ils vont être intégrés à des conglomérats du divertissement, c'est-à-dire qu'on va associer différentes activités, le disque, le cinéma, la télévision, les câbles opérateurs par exemple. Et on va essayer de faire ça autour du divertissement parce que l'idée c'est de se dire si une année le cinéma marche pas très bien, probablement la musique pourra bien marcher, et à ce moment-là, les résultats de notre activité musique permettront de soutenir le conglomérat dans son ensemble. Donc c'est une idée de complémentarité qui est à l'origine de ces regroupements sous forme de conglomérats. On se constitue autour de conglomérats du divertissement. On se constitue autour de pre-sold projects, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire des films à partir de romans, à partir de récits qui sont déjà connus et qui sont déjà appréciés du public.
Et parfois, on va même faire très fort, c'est-à-dire qu'on va préempter les droits d'un livre dont on juge qu'il y a un potentiel de succès public. On va s'occuper de commercialiser ce livre, on va essayer de le constituer en best-seller, et on va mettre en place l'adaptation au cinéma de ce best-seller. Love Story, par exemple, vous connaissez ce récit romantique, ce drame romantique, eh bien, c'est un roman qui est repéré par une major et par un conglomérat. Le conglomérat s'occupe de la distribution, de la valorisation et de la commercialisation du livre, et très rapidement, 9 mois, 12 mois après, on propose sur les écrans l'adaptation au cinéma du roman à succès, le Pre-Sale Project. Il y a bien évidemment des politiques de diversification, on les connaît, souvent on parle des produits dérivés, du merchandising. C'est vraiment dans les années 70 que ces habitudes vont se mettre en place, pour une raison toute simple, c'est qu'à partir des années 70, un film ne se rentabilise que très rarement en salle de cinéma. On n'arrive pas à regagner tous les sous qu'on a mis sur la table pour produire un film. Il faut trouver d'autres moyens de gagner de l'argent à partir de ce film. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à commercialiser de façon généralisée, parce que c'est des pratiques qui existent, par exemple, dès les années 40, 50 chez Disney, mais ça, les majors vont le faire. On va diversifier autour, ça va de la tasse de café à la parure de lit, en passant par du comics, en passant par du jeu vidéo, en passant par de la série télévisée, etc. Et puis finalement, ce film de cinéma, il va très rapidement quitter la salle de cinéma comme seul lieu d'exploitation. Il devient d'une certaine façon un software, parce qu'on a toute une série de hardware qui permettent de consulter ce film, que ce soit le poste de télévision avec les programmes télévisés, que ce soit l'industrie vidéographique, les magnétoscopes qui vont se déployer, un marché qui va se déployer à partir du milieu des années 50, ce qui fait que ça reconsidère un petit peu le potentiel symbolique qui est celui du film de cinéma. Alors c'est à ce moment-là que cette industrie du jeu vidéo, qui prend des positions dans différents domaines, voit que le domaine du jeu vidéo est vraiment un domaine qui a relancé l'industrie du divertissement de café, et se dit il faut prendre des positions là. C'est d'autant plus important de prendre des positions là qu'il y a 20 ans de ça, dans les années 50, il y a un nouveau média qui est apparu, qui s'appelait la télévision. On a pensé que ça ne nous concurrencerait pas, que ce ne serait pas un problème. Et puis il se trouve que pendant les années 50 et jusqu'aux années 60, il y a des entreprises qui ont pris des positions de force dans le domaine de la télévision, et qu'on a des networks qui se sont déployés dans le domaine de la télévision, et que les majors du cinéma ne veulent pas revivre ça. Donc on prend position dans l'industrie du jeu vidéo. Alors le cas qu'on retient souvent, parce que c'est le plus spectaculaire, c'est l'année 76, ça concerne Atari. Atari a été fondé en 71, dit-on pour $500 par deux de ses cofondateurs, Bushnell et Dabney, et la même société est rachetée en 1976 par le conglomérat auquel appartient la major Warner Bros, qui s'appelle Warner Bros Communication Incorporated, WCI. WCI, il y a les studios de cinéma, il y a de la télévision, il y a les DC Comics, par exemple, Superman, Batman. Vous avez des franchises sportives avec les New York Cosmos, une équipe de soccer, de foot, dans laquelle a joué Pelé à la fin de sa carrière. Enfin, les disques Warner Chappell également. Enfin, on a toute une série d'activités. Et Warner rachète Atari pour une somme, dit-on, entre 28 et 35 millions de dollars. Ce qui en a fait à cette époque, et probablement encore aujourd'hui, l'une des sociétés à la progression la plus rapide, la plus spectaculaire de tout le capitalisme américain. Atari, Warner, il faut vous dire que quand vous allez feuilleter les comptes rendus d'activités de Warner Bros Communication Incorporated, le conglomérat dans son ensemble, les activités d'Atari représentent en 1981-1982 30%, un tiers du chiffre d'affaires global du conglomérat. Donc vous voyez le poids qui est celui du jeu vidéo, qui peut représenter 30% des activités d'un des plus gros conglomérats de l'audiovisuel américain. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des relations, et on va commencer à dénouer ce fil, à la fois collaboratives et concurrentielles avec ces relations entre cinéma et jeux vidéo. On va parfois essayer de collaborer, on va essayer de mettre en place ce qu'on appelle des synergies. Je vous apporte quelque chose, vous m'apportez autre chose, et on essaye de travailler ensemble. Et puis, il y a parfois de la concurrence aussi, parce que le jeu vidéo et le cinéma, particulièrement Hollywood, tel qu'il s'est redéfini dans les années 70, s'adresse sensiblement au même public, c'est-à-dire les jeunes adultes et les adolescents.
Et d'une certaine façon, parfois, on se retrouve en concurrence sur les mêmes types de publics. Et au sein des mêmes objets, et ça on va le voir après, on a très souvent des dimensions collaboratives et des dimensions concurrentielles. Collaboratives parce qu'il y a du placement de produits. Un film va nous parler des jeux Atari, par exemple, et va faire du placement de produits pour Atari. Et en même temps, ce film, très souvent, pourra porter un discours assez stigmatisant, assez critique sur le joueur de jeux vidéo, les jeux vidéo, l'industrie du jeu vidéo. Alors, cette influence, ces rapports entre jeux vidéo et Hollywood, j'ai insisté un peu sur la dimension économique ici, mais il y a bien évidemment une dimension qui se joue au niveau des imaginaires et au niveau de l'influence d'Hollywood sur les contenus vidéoludiques. Je prends ici un cas qui est par exemple un des premiers jeux d'arcade japonais développé par Taito, donc un studio japonais qui décide de faire un jeu d'arcade. Quel choix thématique fait ce studio japonais ? Eh bien, il va se remparer d'un genre cinématographique très visible, qui est le western, qui peut parler à la fois à son audience nationale. Le cinéma américain est largement distribué après-guerre au Japon, et le public japonais a des références, hein, le western peut lui parler, et en même temps, en utilisant le western, on sait qu'on peut s'adresser à un public américain, bien évidemment, et un public plus généralement occidental, européen, etc. Ce qui est intéressant, c'est que, je n'ai pas le temps de vous montrer, mais si vous allez voir comment fonctionne le jeu, hein, les deux cow-boys se font face à face, ils se tirent dessus, c'est une sorte de tournoi de duel. La partie supérieure et inférieure de l'écran permet aux balles de rebondir, et d'une certaine façon, Gunfight en 1975 ne fait que détourner la formule du Pong. Finalement, vous remplacez chacun des cow-boys par une raquette, vous mettez un filet au milieu, et ce n'est qu'un Pong où les règles ont été un petit peu changées. Il ne s'agit plus de relancer la balle, au contraire, il faut cette fois-ci l'éviter. Par contre, il faut essayer de viser la raquette qui fait face à nous. Donc, puissance évocatrice des genres cinématographiques hollywoodiens, et ça, dès le milieu des années 70, à partir du moment où il y a une forme de recherche de variété dans les thématiques, on va l'épuiser du côté du western, du côté de la science-fiction, toute la série de jeux qui prennent soit Star, soit Wars à partir de 77 et le succès de la Guerre des Étoiles, soit le film de gangster, par exemple, également, hein, qui produisent des sources très visibles et qui permettent bien évidemment aux joueurs de tout de suite comprendre les enjeux qui sont ceux de la partie. Alors, le premier jeu adapté le premier film adapté en jeu vidéo, je vous donne un indice, il date de 1975. Vous avez probablement reconnu ce grand requin blanc, c'est Les Dents de la Mer, qui est une adaptation officieuse, d'une certaine manière. Les Dents de la Mer, et c'est pas pour rien que c'est Les Dents de la Mer, parce que Les Dents de la Mer est probablement le film hollywoodien qui, en 1975, arrive à faire la synthèse de toutes les nouvelles pratiques qui vont être celles du marketing, de la distribution autour des films hollywoodiens, de la période des blockbusters, par exemple, du mois de mai jusqu'au mois d'août. Voilà, tout ça est concentré par le film de Steven Spielberg. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Atari qui repère le succès du film à partir du mois de mai dans les salles américaines. Nolan Bushnell prend son téléphone, appelle les gestions juridiques de la Universal et demande les droits de Jaws, les mâchoires, les dents de la mer. Et Universal refuse, pour une raison toute simple, c'est qu'elle-même souhaite diversifier ses activités et commencer à s'intéresser aux jeux vidéo, et donc récupérer, garder pour elle cette franchise qui est très porteuse. Bushnell ne se dégonfle pas, il décide tout de même de faire programmer un jeu, ça dure quelques semaines pendant l'été, et à la fin de l'été, il envoie aux exploitants des salles d'arcade un petit flyer dans lequel il décrit son jeu. Son jeu ne s'appelle pas Jaws, il s'appelle Shark Jaws, mais bien évidemment, l'habillage est fait pour produire de la confusion avec un Jaws énorme et un tout petit Shark au-dessus du J. Voilà, les exploitants voient tout à fait qu'il y a là la possibilité d'avoir un jeu qui va surfer sur cet intérêt pour les requins, le motif horrifique, etc. Dans le jeu, vous n'interprétez pas le requin, vous interprétez un plongeur qui a décidé de faire de la chasse sous-marine alors qu'il y a ce grand requin blanc qui de temps en temps traverse l'écran et qui vous mord. Donc il y a une des
des innovations techniques de l'époque, c'est qu'il y a un bruit de sonar qui annonce l'arrivée du requin, d'une part, et puis il y a une modélisation d'un cri d'horreur qui est celui du plongeur quand il se fait croquer par le requin. Il est immobilisé quelques secondes, ce qui fait qu'il a moins de temps pour scorer et essayer d'harponner le maximum de petits poissons blancs que vous avez sur l'image à droite de l'écran. Alors, premier film adapté jeu vidéo, mais également, en quelle année un jeu vidéo a-t-il pour la première fois été critiqué pour sa violence? Vous allez voir que c'est pas tout récent et que c'est lié au cinéma. Le jeu en question, le voilà, il s'appelle Death Race, la course à la mort, et il est inspiré en tout cas d'un film produit par Roger Corman, qui est ce grand producteur américain qui savait faire des films de genre, de série B, de série Z avec 3 bouts de ficelle, d'un film qui s'appelle Death Race 2000, traduit en français parfois par La course à la mort de l'an 2000, assez littéralement, parfois Les Seigneurs de la route. Ce film, voilà, vous l'avez ici, il est avec David Carradine, Sylvester Stallone également. Et je vais vous montrer ce qui a inspiré les développeurs qui ont vu ce film et qui se sont dit, tiens, on a peut-être là quelque chose qui nous permettrait de produire un jeu vidéo. Pardon, excusez-moi. Voilà. Les voitures entrent en Pennsylvanie, le berceau de la liberté. Il semble jusqu'à présent que nos concitoyens évitent les routes. Ce qui ne va pas aider les chauffeurs à marquer des points, même avec les règles nouvelles de cette année. Je vous résume les changements. Les femmes continuent à valoir 10 points de plus que les hommes, quel que soit leur âge. Mais les adolescents valent maintenant 40 points, et les tout jeunes, de 12 ans et moins, valent un splendide bonus de 70 points. Le meilleur score, c'est de nouveau, quel que soit le sexe, les personnes de plus de 75 ans, qui font obtenir un magnifique 100 points. Aujourd'hui comme hier, votre célérité détermine votre espérance de vie. Voilà, donc l'objet du film, c'est une critique de la société des médias, c'est une critique de la télévision, tiens, c'est drôle, c'est un film de cinéma qui critique la télévision, ça fait partie de ces films de la fin des années 70, on avait eu le prix du danger d'Yves Boisset en France, Running Man au début des années 80 aux États-Unis de Paul Michael Glaser. C'est des films qui vont d'une certaine façon pointer les risques que la télévision fait porter à la démocratie, etc. Et le script de la course à la mort, c'est tout simplement un dictateur qui tient les États-Unis grâce à un spectacle télévisuel qui captive les foules pendant une partie de l'année. Et ce spectacle télévisuel, c'est une course de voitures à travers les États-Unis. Et vous avez pas mal compris, quand on écrase des piétons, on gagne et on engrange des points, et ça fait partie du jeu. Bien évidemment, le film à la fois développe son discours critique sur la télévision, mais en même temps profite très largement de toutes les possibilités de plans choquants, de violence qu'autorise un tel argument. Alors, les développeurs d'Exidy qui ont développé le jeu l'ont développé de cette manière-là, c'est-à-dire vous êtes 2 joueurs, vous dirigez les petits chars que vous avez, voilà, la partie va commencer, que vous avez sur l'écran, et il faut essayer d'aller écraser les piétons voilà, et quand vous écrasez, vous marquez un point. En revanche, il ne faut pas vous faire prendre dans la stèle parce que ça vous ralentit, ça vous bloque, et donc il faut pouvoir se dégager pour s'orienter vers un nouveau piéton et marquer des points de cette manière. Donc vous voyez que c'est bien évidemment pas la question de la figuration qui a créé cette polémique dans les années 70. La polémique, elle a été animée par une association qui s'occupait de protection routière aux États-Unis, la National Safety Association, et qui en fait était très choquée par l'interface qui était celle de la bande de jeu. L'interface, vous l'avez vu très rapidement ici, sur ces 2 plans qui sont en fait tirés des dents de la mer numéro 2, vous avez bien un écran et un volant, une pédale d'accélération, une pédale de frein et une marche avant et une marche arrière. Et cette association, elle s'est un petit peu inquiétée de voir qu'il y avait peut-être un peu trop de mimésis, d'une certaine façon, entre l'interface pour jouer et le propos du jeu, qui est celui d'écraser des piétons pour remporter des points. Alors, finalement, voilà, si on doit essayer de résumer un peu à quoi vont ressembler ces relations entre cinéma et jeux vidéo,
On voit que ça peut concerner l'image, c'est peut-être l'objet qui nous frappe le plus. Ouais. On est dans 2 domaines, 2 médias qui utilisent l'audiovisuel, le son, l'image. Il y a bien évidemment la question de la fiction. On sait que le cinéma a fait de la fiction son mode de discours principal et que le jeu vidéo qui passe souvent par une forme de simulation d'un modèle avec des règles, etc., est très souvent dans un domaine qui le rapproche également de la fiction ou de mettre en place des situations fictionnelles. Les thèmes, on l'a vu avec l'échange de thèmes entre cinéma et jeux vidéo, le public auquel on s'adresse, les techniques de l'audiovisuel, ici on est dans un salon sur l'animation, tout ce qui est les techniques de motion capture, bien évidemment, circulent et s'améliorent entre les 2 domaines, l'argent avec les systèmes de financement. Comme je le disais tout à l'heure, c'est des relations entre concurrence et collaboration, et d'une certaine façon, pour les établir de façon un peu organisée, on peut faire appel à ce que 2 chercheurs avaient écrit il y a une dizaine d'années, au début des années 2000, dans un ouvrage qui s'appelle Remédiation, et qui disait finalement, les 4 modes de relations entre médias, quels qu'ils soient, se résoudent à ces 4 types de relations. Il y a la question du commentaire, un média en commente un autre. Le cinéma peut commenter la radio, par exemple, ou la télévision, comme on l'a vu. Il y a la citation, faire apparaître l'autre média au sein d'un premier média. Il y a la question de l'adaptation, ça on connaît, adaptation littéraire, adaptation de séries télévisées en films de cinéma. Et puis, il y a une 4e voie qui est peut-être plus intéressante, qui est celle de l'hybridation. Le terme qu'utilisent ces chercheurs, c'est remédiation, c'est-à-dire se dire que peut-être le média se réinterroge par rapport à la concurrence d'un nouveau média émergent. Alors, le commentaire et la citation, on l'a vu tout à l'heure, voilà, cette première bande de jeu, on la retrouve dans Le Soleil Vert 74. Je m'étais trompé, j'ai dit 73. 74, dans ce film avec Charlton Heston. C'est de toute façon, la dimension commentaire et citation est souvent assez liée dans la manière dont le cinéma nous parle du jeu vidéo. On a toute une série de films des années 80, des productions qui prennent en compte le fait que le public du cinéma s'intéresse aux jeux vidéo et que peut-être ça peut être intéressant de leur parler de leur pratique de joueurs. Et donc toute une série de films qui vont avoir comme thème central le jeu vidéo. Un des plus connus, et probablement un des premiers, c'est le Tron, qui est un projet qui est repris par Disney, puis produit par Disney, qui nous parle à la fois principalement de l'industrie, peut-être un peu moins des joueurs, mais des créateurs, de l'industrie, de la fabrication des jeux. Et si vous avez revu Tron, la suite, une suite un peu tardive là, de Tron est sortie l'année dernière. Peut-être ça a été pour vous l'occasion de revoir le premier, mais on est assez frappé par la manière dont ce film de cinéma nous décrit l'industrie du jeu vidéo comme un environnement sans foi ni loi, où on se vole ses idées, où on ne respecte pas du tout les principes d'auteur, où il y a une forme de violence des rapports très forte qui à la fois s'exprime dans les séquences qui se passent dans la vie réelle, mais qui vont aussi s'exprimer dans l'univers virtuel dans lequel est piégé un des personnages et qui s'intègre à l'intérieur de l'ordinateur. Parfois, on retrouve la figure du hacker, avec à nouveau peut-être une construction un peu plus inquiétante de cette figure du hacker, avec le film de John Badham, War Games, où un adolescent se connecte à un serveur à distance, pense pirater, réussir à avoir accès à des jeux qui sont à distance, dont l'un s'appelle Troisième Guerre mondiale, et en fait il n'est pas du tout en train de jouer un jeu, il est vraiment en train de déclencher sur les ordinateurs de l'armée américaine une offensive nucléaire qui risque d'aboutir à la Troisième Guerre mondiale. Donc ici on est plus sur cette figure du hacker, qui est une figure assez importante à l'origine du secteur. Puis de la Starfighter, au troisième cas, mais il y en aurait bien d'autres, hein. Il y a une comédie adolescente qui s'appelle Joystick, bien évidemment, qui joue sur le double sens du terme, hein, avec tout un propos sur la sexualité adolescente, etc., autour d'une salle d'arcade. The Last Starfighter, c'est un cas assez intéressant d'un ado un peu esselé qui s'avère être un excellent joueur d'une borne d'arcade qu'on trouve dans le camping dans lequel il vit, qui un soir bat le high score très largement, et il s'avère que la borne d'arcade n'est en fait qu'un système de recrutement pour trouver des combattants qui peuvent aller affronter une menace qui menace tout l'univers, aux confins de l'univers, et donc il se fait recruter par les Martiens pour aller combattre et bien évidemment sortir victorieux de ce combat. Donc voilà, on discute
On parle du cinéma, on parle du jeu vidéo, des pratiques. On a du placement de produits, très souvent. Je vous ai pas mis ici un film qui s'appelle Cloak and Dagger avec le jeune acteur qui joue dans E.T., où il y a du placement de produits pour Atari. Il y a même à l'époque un jeu vidéo Cloak and Dagger qui sort, qui n'est pas l'adaptation du film, mais qui est le jeu dont il est question dans le scénario du film, puisqu'il y a une cartouche de jeu Cloak and Dagger qui circule et qui contient des plans très secrets. C'est qu'à la fois on a de la collaboration, Tron va être adapté en plusieurs jeux vidéo à sa sortie, il y a des dimensions collaboratives, et en même temps chacun de ces films, à y regarder de plus près, est assez critique, est assez stigmatisant sur ce qu'est le jeu vidéo. Par exemple, il y a un invariant assez étonnant, c'est que très souvent les personnages adolescents, de jeunes en tout cas dans ces films-là, n'ont pas de père. Et l'absence du père dans tous ces films, ils n'ont pas de père. Alors soit un père qui est absent, soit un père qui n'est pas suffisamment présent, soit un père qui a disparu. Enfin, on a différentes configurations, et d'une certaine façon, de cette absence de père découle presque un peu par automatisme une sorte on se réfugie dans le virtuel, et le film va bien évidemment développer un discours qui est quand même ces mélanges entre réel et virtuel, c'est un peu inquiétant, et le jeu vidéo s'apprête quand même un peu à ça. Et voilà, donc c'est assez étonnant de voir ces objets qui veulent s'adresser à un public, mais qui, d'une certaine façon, construit un discours assez moralisateur sur la pratique. Alors, quand même, moi, dans le domaine de la citation, ce petit montage sur les films, de Zucker, Abraham Zucker, vous savez, y a-t-il un pilote dans l'avion, etc. On retrouve très régulièrement des citations, ici un basketball de ici autour de l'atterrissage d'une navette spatiale, y a-t-il un pilote dans l'avion numéro 2, ce jeune enfant qui décide de se mettre aux commandes, qui va utiliser la console de contrôle, un peu comme on utiliserait une bande d'arcade. Le bruitage, bien évidemment, caractéristique du jeu d'arcade, du jeu vidéo de l'époque. Et ici, dans le film Top Secret, avec Val Kilmer, un des premiers rôles de Val Kilmer. Le clin d'œil à cette icône du début des années 80 qui est Pac-Man, mais chez Abraham Zucker, toujours cette volonté de faire un clin d'œil aux joueurs de jeux vidéo, d'essayer de construire de la connivence avec les joueurs. On leur parle de leurs pratiques, et les spectateurs se retrouvent leurs pratiques à l'écran. Alors il y a des cas intéressants, je n'ai pas le temps de vous montrer l'extrait, mais de ces films, par exemple ce film qui s'appelle The Wizard Video Kid en français, qui est un film véhicule pour la marque Nintendo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir toute la gamme des jeux, des accessoires autour de la NES de Nintendo, et même le film est support à présenter en exclusivité les premières images d'un jeu qui est très attendu aux États-Unis en 1989-90, c'est à peu près à cette période-là, qui est le Super Mario Bros 3. Et donc le film va être l'occasion pour le jeune spectateur américain, et très certainement une motivation pour aller voir ce film en salle, d'aller voir les premières images dessus. Par ailleurs, là aussi, alors qu'on est vraiment sur un film véhicule pour Nintendo, regardez la conclusion du film, qui est à nouveau une sorte d'attaque très forte des jeux vidéo, et qu'on a toute une série de discours stigmatisants sur le fait que le jeu vidéo isole, que le jeu vidéo est plutôt un objet qui produit de la dispute, que de l'échange et de la collaboration. Bon, ça c'est des séquences qu'on retrouve assez facilement, mais là aussi, construire
de la connivence avec ses spectateurs. C'est par exemple dans l'adaptation du manga City Hunter, avec Jackie Chan, cette séquence qui se situe dans une salle d'arcade où Jackie Chan se transforme successivement différents personnages du jeu de combat très populaire à l'époque qui est Street Fighter 2. Alors ça passe aussi dans l'autre sens, hein. Là j'ai pris un cas assez intéressant qui est la question des monstres cinématographiques, entre autres tous ceux qui sont développés entre 1931 et 1936 aux États-Unis sous la houlette de la Universal, qui sont souvent des réemprunts de monstres de la littérature, hein. On retrouve Dracula, on retrouve la créature de Frankenstein, mais on trouve également la momie, hein, dont les premiers épisodes datent de 1932 avec Boris Karloff. Et ici, du jeu vidéo, et particulièrement du jeu vidéo japonais, s'empare de ces figures qui ont été médiatisées, largement diffusées par le cinéma, pour les réinsérer dans l'économie d'une expérience de jeu vidéo. Ces emprunts esthétiques aussi, hein, dans ces jeux des années 80 et début des années 90, avec les emprunts esthétiques à l'œuvre de Giger, le designer suisse qui avait travaillé sur les décors d'Alien, vous avez l'image à gauche, et qui a influencé, j'ai pris que 2 exemples, hein, mais en haut Turrican, un jeu allemand, en bas Street of Rage 2, qui est un jeu japonais, et où on retrouve toute cette dimension très organique des décors, avec des colonnes vertébrales, des orifices, enfin toute une série d'éléments qui sont très caractéristiques de l'esthétique de Giger. La citation et le commentaire, ça joue aussi du côté du jeu vidéo quand on décide de prendre, par exemple avec The Movies de Peter Molineux, l'histoire hollywoodienne, qu'on essaye de modéliser l'histoire hollywoodienne et qu'on va pouvoir faire un jeu de gestion de studio à partir de cette histoire, et gérer son studio, acheter ses terrains, faire signer ses stars, ses scénaristes, ses réalisateurs, même réaliser avec un petit moteur de machinima ses propres productions. Là aussi, le cinéma fonctionne comme un modèle dans lequel on va constituer toute une série de règles, un système avec lequel le joueur va pouvoir jouer. Alors, Hollywood est également un vivier de stars, hein, pour le jeu vidéo. Bien évidemment, il y a la question de l'adaptation, hein, qui permet très souvent de modéliser les traits d'une star, quoique toutes les stars ne sont pas forcément d'accord pour être modélisées dans leur adaptation de jeu, hein. Il a fallu attendre Terminator 3, par exemple, pour que Arnold Schwarzenegger accepte officiellement d'être modélisé pour un jeu vidéo. En revanche, Bruce Willis, par exemple, apparaît dans un jeu produit par Activision, qui est une franchise originale, hein, qui n'est pas du tout liée à un film, Jean Reno ou Jet Li. Ça fonctionne avec des stars qui ne sont pas forcément des stars américaines, hein, stars françaises et stars chinoises qui passent par Hollywood, mais ça fonctionne également en dehors d'Hollywood, à l'époque où Jackie Chan est surtout connu en Asie du Sud-Est. Il a le droit à ses adaptations et un jeu de Jackie Chan, et à droite un jeu d'action-aventure avec une star de Bollywood, on dirait, enfin en tout cas du cinéma indien, qui s'appelle Malaika Arora Khan, et le jeu s'appelle Agni. Il est sorti sur PC, c'est une des toutes premières sorties de jeux vidéo sur PC produite par un studio indien en Inde, mais là aussi on s'appuie sur ces stars-là pour essayer de vendre les jeux vidéo et de garantir le succès des jeux vidéo. Alors, l'adaptation des jeux vidéo en film, ça c'est aussi donc troisième type de relation, hein, qui est celle de l'adaptation. Quelque chose qui commence à partir de la fin des années 80 au Japon, avec des adaptations en animé, particulièrement Dragon Quest, qui est adapté dès 1989. Il faut attendre 1993 avec Super Mario Bros pour voir une adaptation en prise de vue réelle à Hollywood d'un jeu vidéo, mais ce qui montre bien que le cinéma considère que le jeu vidéo fait partie des objets suffisamment porteurs pour garantir ou essayer de garantir un succès à l'écran. Alors il y a des configurations très variées, hein, dans ces adaptations de jeux vidéo en film de cinéma. Première chose qu'on retiendra, c'est qu'en général on va adapter des jeux vidéo qui ont déjà un sous-texte cinématographique, donc déjà qui se rattache à un genre reconnaissable. Si je prends Resident Evil, Silent Hill, Doom, bon, on a la dimension horrifique qui est déjà très présente dans les jeux originaux. Si je prends Street Fighter, Mortal Kombat, Dead or Alive, on a la dimension film d'arts martiaux qui est très présente dans les films originaux, avec Tomb Raider, avec un Uncharted qu'on nous annonce pour dans un ou 2 ans, le film d'aventure qui déjà est la source, la base de ces jeux-là et de ces succès vidéoludiques-là. Donc c'est-à-dire on a d'une certaine façon cinéma,
passage par une forme jeu vidéo et reprise par le cinéma de cette forme de jeu vidéo à thématique, inspiration cinématographique. Quand même intéressant de voir que Tomb Raider, moi j'ai gardé ces 3 cas-là. Tomb Raider, si vous regardez la filmographie d'Angelina Jolie, il y a réellement un avant et un après Tomb Raider. C'est-à-dire que le moment où Angelina Jolie arrive au statut de star, c'est après avoir incarné Lara Croft à l'écran. Et vous voyez qu'il y a un saut qualitatif dans les productions auxquelles elle participe, les partenaires qu'elle a à l'écran, après Tomb Raider. Et que son statut de star, elle le doit peut-être probablement à cette adaptation qui est, parmi les adaptations, un des rares blockbuster, c'est-à-dire vraiment ces films à fort potentiel. Ce qui est intéressant, c'est que parfois ces films, ils essayent de citer les jeux vidéo. Si vous vous rappelez de Doom, voilà, vous avez cette séquence dans l'adaptation de Doom, qui est à l'origine un jeu de tir à la première personne. Et voilà, sur cette séquence finale, presque que d'une certaine façon attendrait le joueur, ce serait de retrouver cette façon d'être face aux images de Doom, c'est-à-dire cette vue subjective. Et ici, qui est complètement reprise dans cette séquence, qui fait très jeu vidéo, bien évidemment, puisqu'elle utilise cette vue à la première personne de façon assez littérale, mais d'une certaine façon, pourrait peut-être être assez frustrante. Parce que le spectateur en salle, à ce moment-là, il a une envie probablement de se mettre aux commandes du personnage et de choisir le chemin qu'il va suivre. Voilà. Donc ici, l'adaptation permet parfois ce genre de citation assez littérale du domaine du jeu vidéo. Bon. Enfin, je pensais à Mario Bros en parler ici parce que vous avez Jacques Drouin qui était en présentation, il me semble hier, et je crois qu'il y a un événement cet après-midi, qui est un spécialiste de l'écran d'épingle. Moi, je vous renverrai à mon livre, mais j'ai beaucoup réfléchi à cette question de l'écran d'épingle. Vous savez, ça permet de créer des images juste en montant des pointes et en jouant sur les gradations, les effets de lumière que produisent des pointes levées ou baissées. Dans le film Super Mario Bros, il y a vraiment toute une réflexion autour de cet écran à aiguille, cet écran à pointe, puisque Luigi, au début du film, en met un sur son visage. C'était souvent un petit jeu qui était vendu dans les magasins de gadgets. Mais tout le passage dans Super Mario Bros entre Manhattan et Dinoatan, qui est une sorte de réalité parallèle, se fait sous la forme de la pixelisation. C'est-à-dire qu'il faut trouver un motif visuel. Vous l'avez ici en haut à gauche. On passe par une paroi et d'une certaine façon, on se déploie en forme de milliers de points. Les personnages sont pixelisés pour passer du côté de Dinoatan, qui est peut-être l'univers qui ressemble le plus aux jeux vidéo Mario. De même, les Twin Towers, lorsqu'elles disparaissent à un moment du film, elles disparaissent là aussi par forme de points, de pixels qui se désintègrent. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques années plus tard, quand vous jouez à Super Mario Sunshine, par exemple, sur la GameCube, qui est un jeu Mario, eh bien vous avez le même principe de pixelisation du personnage quand il quitte la place Delfino pour aller dans les différents niveaux qui lui sont proposés par le jeu. Bien évidemment, les équipes n'ont pas travaillé ensemble, mais la même idée est apparue sur les deux objets différents. Lieu également de placement de produits, ce Super Mario Bros. L'hybridation, et je vais terminer là-dessus, entre médias, elle peut être intéressante, parce qu'on a des films qui vont s'inspirer des fonctionnements du jeu vidéo, par exemple la mécanique dite du die and retry, vous savez, ces jeux très durs où il faut pouvoir progresser point de sauvegarde par point de sauvegarde. Vous avez un passage d'Un jour sans fin, cette comédie d'Harold Ramis, dont le montage fonctionne tout à fait sur la validation de ces points de sauvegarde. C'est le moment où il souhaite séduire le personnage d'Andy McDowell et donc d'apprendre absolument quels sont tous ses goûts pour donner les bonnes réponses qu'elle attend. Et donc vous avez un montage qui chaque fois ramène le personnage de Bill Murray au moment de l'échec pour faire une nouvelle tentative et trouver cette fois-ci une réponse qui correspond bien. L'effet papillon, Code Source récemment sont aussi toute une série de films qui réfléchissent à cette question de la conduite du récit par le joueur dans un film où le personnage peut modifier des éléments
essayer différentes possibilités. Bon, je pourrais parler de James Bond. Il me reste combien de temps? Il dit, je suis un peu short. Hein. Ouais, c'est très, très bon. Eh ben, je vous parlerai de James Bond une prochaine fois. Ce que je vais juste garder, c'est quand même, moi, une idée. Il y en aurait plusieurs, hein, mais une idée, c'est que c'est aussi ces jeux vidéo, ils influencent le cinéma. Parce que beaucoup de ces films, et là je vous en ai pas parlé aujourd'hui, hein, mais on a 547 films, enfin moi j'en ai dénombré 547 qui ont été adaptés en un ou plusieurs jeux vidéo. Ce qui est très intéressant, c'est que très souvent ces films ils sont obligés de reprendre des éléments pour s'assurer une bonne adaptabilité en jeu vidéo. Et entre autres la question de l'ennemi démultiplié, c'est-à-dire ces foules d'ennemis. Ici j'ai pris l'affiche d'un des épisodes de la deuxième trilogie Star Wars, qui d'une certaine façon va permettre de justifier l'existence de cette armée de clones. Le clone, c'est très pratique pour un jeu vidéo parce que ça se produit, ça se renouvelle, c'est une sorte de source sans fin, et que dans une logique de jeu vidéo, ça permet de produire cette menace qui est sans cesse se renouveler et qui permet de garantir de la variété, du défi aux joueurs qui se met devant une manette de jeu vidéo. Bon, on pourrait parler de la question de l'auteur aussi, et à mon avis, le game designer Hideo Kojima est une assez bonne reprise de ce qui avait pu être fait autour d'Alfred Hitchcock dans les années 50 par les studios hollywoodiens. Je vous renvoie vers 2 suggestions de lecture. Mon ouvrage des pixels à Hollywood, et si vous souhaitez le trouver, il est à la table des éditions Pixel Love à l'Imaginarium, et je serais ravi de vous le dédicacer. Mais aussi un ouvrage qui est sorti il y a très peu de temps par deux collègues, dont un enseignant-chercheur à la fac de Lille, qui s'appelle « Voir les jeux vidéo ». Perception, construction, fiction, et qui s'intéresse aux images. Donc ceux qui, peut-être ici dans la salle, se questionnent un peu sur images de jeux vidéo, images de cinéma, images de télévision. C'est une lecture, un ouvrage qui est sorti il y a 2 semaines, que je vous recommande chaudement. L'article d'Elie During sur l'esthétique 3D filaire est très très intéressant. Voilà, vous pouvez me retrouver en ligne facilement avec le site de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, toute une série d'articles sur le jeu vidéo, le site Ludiciné avec des collègues de Montréal qui travaillent sur cette relation cinéma-jeu vidéo, et puis moi-même j'ai un blog, je suis présent sur les réseaux sociaux, et j'écouterai avec plaisir vos réactions à la conférence. Merci Alexis. Rapidement, est-ce que certaines personnes ont des questions? On en profite. Bon, je vais me lancer. On a pu voir que dans les années 70, on a exploité le thème du jeu vidéo, et que de nos jours, c'est plutôt de l'exploitation de licences. Est-ce qu'on peut retrouver des films peut-être un peu plus confidentiels qui exploitent le sujet un peu comme on a pu l'avoir avec Wargames ou Tron en son temps, avec vraiment un point de vue différent sur le jeu vidéo? Alors, oui, c'est des films des années, pour être précis, 80, début 80, c'est à partir de 80, 81, jusqu'à 89. Alors, c'est vrai que le jeu vidéo, il y a une forme de nouveauté du sujet probablement à l'époque qui intéresse les scénaristes, qui cherchent souvent des thèmes pour renouveler leur scénario. Aujourd'hui, avec 40 ans d'histoire commerciale, c'est vrai que le jeu vidéo s'est intégré à nos pratiques quotidiennes, ce qui fait qu'il va apparaître beaucoup plus sous la forme de la citation et du commentaire, moins que comme sujet qui porte toute l'œuvre. Je ne sais pas si vous regardez Les Trois Frères des Inconnus, on a toute une blague, un running gag autour de la Super Nintendo que veut un des gamins, enfin le fils là, qui est entre les trois. Voilà, ce sera ce genre de discours et de commentaires. Et puis, de temps en temps, on a un film qui va retravailler un peu cette question. Je pense par exemple ce film avec Richard Burton, oh là là, Gamer, enfin je crois que c'était Gamer le titre français. Non, Ultimate Game, pardon. Ultimate Game. J'ai oublié le nom de l'acteur. Bon, voilà, c'est un film qui a 1 an et demi et qui essaye de travailler cette question du contrôle d'un joueur qui serait plus un joueur de pixels, mais un joueur de chair et de sang, et que tout le thrill de l'action, ce serait de se dire qu'on maîtrise du vivant. Et puis à côté de ça, moi, il y a des œuvres qui me touchent beaucoup en termes d'animation. C'est souvent quand on me demande dans des lieux culturels d'organiser une projection. Je dois me battre pour pas qu'il y ait Existence, parce que moi je considère qu'Existence de Cronenberg est plutôt un jeu,
film qui nous parle non du jeu mais plutôt du rêve, et que moi, enfin pour l'avoir revu un certain nombre de fois, c'est vraiment l'hypothèse de lecture qui me semble la plus intéressante pour comprendre ce film-là. Si on prend la question du jeu, alors ça devient un film presque un peu réac à mon goût sur le jeu. En revanche, moi il y a un film que j'aime beaucoup, c'est le Summer Wars. Sur ces gamins qui partent en vacances chez une grand-mère, et puis il y a une forme de menace, et il y a une sorte de célébration un peu de qu'est-ce que c'est que d'être joueur, de jouer ensemble, et d'être liés comme ça, et que nos connaissances avec l'outil informatique permettent à la fois de lier les générations entre elles, et puis d'échapper à une menace qui arrive sur nous. Enfin, il y a quelque chose, je trouve, d'assez un peu nouveau. Et parfois, sur des questions de détail, moi, dans Summer Wars, j'aime beaucoup le moment du trajet au départ où les deux adolescents prennent différents trains, bus, etc. Et assez rapidement, ils retrouvent des petits cousins qui sont avec leur DS. Et on les voit brinque-baller, par exemple, dans le bus ou dans le train, mais toujours le regard fixé sur l'écran. Enfin, il y a quelque chose d'assez touchant dans cette façon d'être dans le jeu, et qu'on fait abstraction de ce qu'il y a autour. Voilà, moi, c'est vrai que pour le coup, c'est le genre de film où je trouve un regard assez tendre, mais en même temps qui dit des choses un peu neuves sur les joueurs et les pratiques de jeu. Ok. Bon, pas de regret, personne ? Bon. Ah, si, il y a une main qui s'est... Aujourd'hui, le jeu vidéo et le cinéma flirtent de plus en plus, dans le sens où les jeux vidéo ont une mise en scène, utilisent des trailers et beaucoup de codes du cinéma. Vous êtes certainement demandé ce qui allait arriver, étudier un peu ce qui se faisait à droite à gauche. Qu'est-ce que vous pensez, à quoi on peut s'attendre dans les prochaines années ? Alors, je ne suis pas très bon pour faire des prospectives, mais enfin, ce qui est drôle, c'est que ce sentiment que les deux sont de plus en plus proches, pour avoir fait une revue de la littérature dans les médias généralistes, on retrouve, par exemple, au début des années 80, c'est une idée très forte qu'avec l'arrivée de la couleur, etc., avec des cadrages de l'action de jeu qui deviennent un peu plus perfectionnés, avec des écrans qui commencent à défiler, etc., il y a ce sentiment-là. Ah, ça n'a jamais été aussi proche du cinéma. Et on est au tout début des années 80. Et puis, rebelote 1990, avec l'arrivée des supports optiques, on introduit des séquences cinématiques dans les jeux, et en plus ces séquences cinématiques, elles sont souvent filmées avec en prise de vue réelle, avec des acteurs, et à nouveau, ça n'a jamais été aussi proche, c'est assez incroyable. Et puis, avec les productions AAA, des tentatives comme Heavy Rain, Uncharted, enfin, Elle est noire, là pratiquement chaque année, on a un objet. Moi, je deviens le client favori des médias, parce qu'ils font en général cinéma, jeux vidéo sur Google, et puis ils tombent sur moi, j'ai la chance d'être bien référencé. Mais voilà, il y a un objet qui à nouveau va poser cette question-là. Donc, j'en reviens presque à ma sinusoïde de Chinchera tout à l'heure. Bon, voilà, ça va, ça vient, ça revient, ça reconfigure parfois des choses différentes. Des questions sur le cadrage, des questions sur l'image, des questions sur l'immersion, des questions sur le récit. Enfin, on voit que chaque fois, ça tape sur différents endroits. À mon avis, ils sont pas prêts de se quitter, et ils se réinterrogent constamment l'un l'autre d'une certaine manière. Mais maintenant, ce qui est assuré, c'est qu'on a peut-être dépassé, en revanche, cette idée que le jeu vidéo est l'avenir du cinéma, et qui est quand même quelque chose qui est proche, même dans les discours de George Lucas, par exemple, au tout début des années 80, il y a cette forme de certitude que à l'avenir, tout ce qui va provenir de l'image numérique, du jeu vidéo, c'est finalement là-dedans que va se fondre le cinéma. Et a priori, ça c'est l'histoire des médias qui nous l'enseigne, quand un nouveau média arrive, il prend son autonomie, il se développe, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le jeu vidéo, même si régulièrement Squaresoft, au début des années 2000, quand ils se lancent dans le film d'animation Final Fantasy, Ubisoft depuis 2-3 ans en prenant des activités dans l'animation, etc. Il y a toujours cette tentation d'aller se développer sur le terrain de l'autre média, du grand média du XXe siècle, et d'une certaine façon, le jeu vidéo qui souhaite s'entendre comme le grand média du XXIe va essayer de temps en temps d'aller chercher une querelle à l'autre. Maintenant, voilà, je crois que l'épisode de la Wii nous a ramené sur des choses très haptiques,
et d'une certaine façon à montrer d'autres voies possibles d'amusement, de jeux qui quittaient la question de la fiction pour revenir sur la question de la simulation. Ça, c'est l'avenir nous dira ce qui arrivera. Ah, il y en a d'autres, mais peut-être, ouais, J'aimerais que vous nous parliez un peu plus de votre conception d'un jeu vidéo non marchand dont vous parliez au début. Ah, alors ça, en fait, ça c'est... Lisez Mathieu Triclot, le philosophie, enfin peut-être vous l'avez lu, philosophie des jeux vidéo. C'est-à-dire que je faisais référence là aux jeux vidéo universitaires, ou même pas, je ne vais même pas dire jeux vidéo parce que le terme n'existe pas à l'époque, le jeu informatique universitaire, c'est-à-dire tout ce qui découle du codage de Spacewar. Il y a aujourd'hui 50 ans, 2012, il y a 50 ans, donc on est presque dans une année anniversaire assez importante de l'histoire du domaine. Ces étudiants qui appartiennent à un club de modélisme ferroviaire décident de détourner de son usage premier un calculateur qui s'appelle le PDP-1 et ils font ce jeu qui affiche des graphismes en temps réel et avec lequel on peut interagir. À partir de ce jeu-là, il y a toute une série de jeux qui vont exister sur les plateformes informatiques qui sont disponibles à l'université et qui sont souvent des jeux assez en deçà de ce qu'est Spacewar, ce qui est vraiment souligne le côté très avant-gardiste de Spacewar. Ça peut être des jeux de gestion à paramètres, par exemple, où vous allez diriger une ville sumérienne et puis vous allez choisir combien vous plantez de blé, combien vous laissez du blé pour votre population, et puis est-ce que vous achetez du terrain avec le blé qui vous reste, etc. Et donc il y a toute une tradition du jeu vidéo qui existe, qui à partir de 71-72 coexiste avec le marché de l'arcade et puis avec le marché du jeu vidéo domestique, et qui s'éteint à la fin des années 70, au moment où tout ce matériel d'informatique universitaire est progressivement remplacé par la micro-informatique, qui devient un objet qu'on retrouve autant dans les bureaux que dans les foyers en fait. Et c'est vrai que tout ce temps de la production, à la fois il est basé sur des principes qui sont ceux du logiciel libre, accès au code, on peut modifier le code, on s'échange, le code circule, etc. Et puis chacun essaye de faire son jeu comme une forme de performance de codage, etc. Et ce qui fait que pendant 62, fin des années 70, presque pendant 18 ans, il y a un domaine non marchand. Il n'y a pas d'argent qui est mis en jeu, on se passe le code, etc. Alors si le jeu vidéo n'avait pas intéressé certains gens avec un esprit entrepreneurial, capitaliste, etc., peut-être que le jeu vidéo aurait aujourd'hui une existence non commerçante. Mais bon, j'y crois peu. Mais voilà, donc il y a tout un chapitre où Mathieu Triclot parle de ça, il fait un peu la synthèse de ce qu'on a peu écrit sur ce domaine-là, parce que souvent, à partir du moment où Atari arrive, on oublie un peu ce qui se passe. Lui, il avait recherché ces listings, il les a analysés, il a créé un peu des typologies pour comprendre le genre de logiciel qu'on produisait, simulation à paramètres, jeu de déplacement dans l'espace, et puis aventure textuelle, grosso modo, qui sont les trois genres qui dessinent. Et puis, voilà, à un moment, l'écosystème qui permet à ce type de jeu-là disparaît, c'est l'arrivée de la micro-informatique, et là, on est sur une autre base, et on est dans un domaine commercial. Ok. Bon, merci Alexis. Merci à vous. Ça. Et puis, à une prochaine fois.